Opération coup de poing ce matin dans la rue de Bamako contre les cortèges de mariage. Les forces de sécurité décidées à faire respecter les exigences et principes de l'état d'urgence. Bilan de l'opération, 40 motos et 20 véhicules saisis. 400 millions de francs CFA, c'est le montant dont vont bénéficier les commerçants détaillants des régions touchées par la crise. 1000 d'entre eux seront appuyés afin d'atténuer les charges et taxes qui pèsent sur leur commerce. Tentative de coup d'État déjouée au Tchad, Idriss Déby Itno procède à une vague d'arrestations avec en tête un député de l'opposition hostile à la présence tchadienne au Mali. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue aux informations. Le Conseil des ministres s'est réuni ce matin à Koulouba sous la présidence du président de la République par intérim, Djonkouda Traoré. Il a procédé à des nominations ainsi qu'à des communications. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, gouverneur de la région de Kidal, colonel Adama Kamisoko. Au titre du ministère de l'élevage et de la pêche, secrétaire général, Modi Kanouté, vétérinaire et ingénieur de l'élevage. Conseiller technique, Madi Mantene Keita, ingénieur des eaux et forêts. Mamadou Sekou Djiré, vétérinaire et ingénieur de l'élevage. Au chapitre des communications, au titre de la présidence de la République, commissariat à la sécurité alimentaire, le Conseil des ministres a été informé de la situation alimentaire et de l'évolution des prix des produits agricoles. La situation alimentaire dans le centre et le sud du pays se caractérise par un niveau satisfaisant des réserves alimentaires familiales et un approvisionnement correct des marchés en céréales. Elle est aussi en amélioration dans le nord du pays suite à la libération et la pacification progressive des zones occupées favorisant une reprise des échanges avec le sud du pays et le Niger. En perspective, la situation alimentaire restera normale dans le centre et le sud grâce à la disponibilité des réserves familiales, à un bon état d'approvisionnement en céréales sur les marchés et une évolution saisonnière de prix dans une fourchette acceptable. Concernant l'évolution des prix des produits agricoles, la période d'observation du 18 au 24 avril 2013 se caractérise par une stabilité globale des prix sur les marchés céréaliers. Cependant, on relève quelques fluctuations sur les marchés de production où le mil affiche une hausse de prix. Parallèlement, on a relevé une baisse de prix du riz Gambiaka à Bamako. Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a entendu une communication relative à la réunion du comité ministériel de suivi des négociations de l'accord de partenariat économique entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne tenue à Préa les 21 et 22 mars 2013. Le Mali était représenté à cette réunion par une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, président du comité national de suivi des négociations de l'accord de partenariat économique. Les négociations de l'accord de partenariat économique entre la région Afrique de l'Ouest et l'Union européenne, dont l'achèvement était fixé au 31 décembre 2007, sont toujours en cours, malgré les reports successifs de date, pour la conclusion d'un accord régional global, équilibré et porteur de développement. Après plusieurs séries de négociations, diverses questions restent pendantes, notamment celles concernant surtout le niveau d'ouverture du marché ouest africain, le projet de texte de l'accord et ses mesures d'accompagnement. En vue de parvenir à un compromis négocié sur le niveau d'ouverture commerciale du marché ouest africain, le comité ministériel de suivi des négociations de l'accord de partenariat économique a recommandé aux États de présenter leur analyse technique sur la proposition d'ouverture à 75% en 25 ans. Ces résultats feront l'objet d'une réunion qui se tiendra à Banjul du 6 au 10 mai 2013, dont les conclusions seront soumises
au prochain Conseil des ministres de la CEDEAO. Restons à Koulouba, où le président Dioncounda Traoré a reçu le ministre gambien de l'Intérieur. Ousmane Sonko était porteur des messages du président gambien Yahya Jammeh. Au cours de cette audience, les deux personnalités ont évoqué les questions de sécurité. L'émissaire gambien à sa sortie d'audience est au micro de Mamari Kouni. I'm a special envoy of His Excellency, Chef Professor Dr. Alhaja Yahya Jammeh. Je suis spécial du président, le professeur Alhaja Yahya Jammeh, président de la République du Gambie. Donc, envoyé spécial auprès de son frère et ami, le professeur Dioncounda Traoré, président de la République par intérim de la République du Mali. Je suis effectivement porteur d'un message de fraternité et de bonne foi, de bonne volonté au président de la République du Mali. Eh bien, comme vous le savez, le Mali et la Gambie ont beaucoup de choses en commun. Nous avons des liens de sang, nous avons des liens culturels, nous avons des liens socio-économiques qu'il faut pérenniser, qu'il faut activer. Alors donc c'est dans cet esprit que nous sommes ici, vu les problèmes qui existent au Mali. Il est clair que la paix et la sécurité et la stabilité au Mali veut bien dire aussi qu'en Gambie, la paix et la sécurité et la stabilité sont des choses qui sont essentielles pour le développement socio-économique de nos pays. D'une audience à une autre, celle-là a été accordée par le Premier ministre Django Sissoko au ministre suédois de la Défense. Parmi les points inscrits à cette rencontre, l'état de la coopération entre la Suède et le Mali. Pour plus de précision, écoutons Madame le ministre suédois de la Défense au micro de Ramata Konati. Le message clé qui s'est dégagé de nos entretiens, c'est qu'il est important de tout mettre en œuvre pour que les élections qui pointent à l'horizon au Mali puissent réussir. Et il est également important que toutes les interventions de différents partenaires puissent être bien coordonnées afin que l'objectif commun que nous visons tous puisse être atteint. Les relations de coopération entre la Suède et le Mali sont excellentes. Récemment, la Suède a levé la suspension qui frappait les relations de coopération entre nos deux pays. Cela a été fait en début avril. Donc, les relations se portent très bien. Nous avons des contributions sur lesquelles nous travaillons, à savoir, il y a les relations bilatérales, les relations de développement à long terme. Et comme je vous ai dit tantôt, il y a la mission européenne de formation et aussi l'intervention générale de l'Union européenne au Mali. Nous faisons partie de cette intervention en faveur du Mali. Pour nous, la Suède, nous pensons que nous avons tous intérêt à ce que la paix et la sécurité reviennent au Mali et dans la région dans laquelle se trouve le Mali, afin que tout le monde entier puisse en bénéficier. Avant sa rencontre avec le chef du gouvernement, le ministre suédois s'est rendu à Koulikoro avec les instructeurs de la mission européenne. Il a été question de l'évolution de la formation des soldats maliens. Seydou Traoré, les détails. Avec 23 experts formateurs dans l'équipe nordique, le groupe chargé de la formation d'infanterie au sein de la mission européenne de formation, la Suède accompagne le Mali dans sa reconquête totale des régions du Nord et la sécurisation de l'ensemble de son territoire. C'est dans la continuité de son soutien à notre pays que le ministre suédois de la Défense a rendu cette visite aux instructeurs européens à Koulikoro. Ici, Mme Karen Enstrom a pu comprendre le schéma élaboré pour la mise à niveau des soldats maliens, l'apport des experts suédois dans la mission européenne au Mali et l'état d'évolution de la formation. Le premier objectif, c'est de montrer l'appui de la Suède au Mali et aussi l'appui de la Suède à la mission de formation de l'Union européenne, ici, au centre d'instruction de Koulikoro, et aussi acquérir des informations et me faire une expérience, une expérience directe de comment la situation évolue à Bamako et au Mali. En témoin oculaire, le ministre suédois de la Défense a assisté à des séances de montage d'armement par les soldats et des exercices de contrôle de zone. Au-delà de son assistance militaire, la Suède entend élargir son soutien au plan humanitaire. Nous allons aussi également poursuivre notre volet de soutien civil. Nous avons une agence de soutien civil, d'appui civil,
qui va aussi poursuivre ses activités et nous allons continuer à soutenir également l'UNICEF. En signant le livre d'or, Mme Karen Enstrom a adressé tout son encouragement à l'équipe de formation et aux soldats maliens. Il est à rappeler que ce premier bataillon Waraba, est à mi-parcours de sa formation à Koulikoro. À l'Assemblée nationale, les membres de la plateforme des fédérations et associations nationales de jeunes du Mali ont été reçus par le président de l'institution. Ils sont venus présenter aux parlementaires leur projet d'émission Djoro, un projet qui porte sur la contribution de la jeunesse à l'effort de guerre. Adama Kodjo. Lancé en janvier dernier, le projet dénommé Demson Djoro est la contribution de la jeunesse malienne à l'effort de guerre. La plateforme se fixe comme objectif de collecter des fonds et des poches de sang pour les forces de défense et de sécurité. Il faut que nous-mêmes nous jouions un rôle. Et ce rôle, nous sommes fixés comme objectif, entre autres, de mobiliser 100 000 poches de sang pour compenser les besoins de sang en cas d'hostilité. Et aussi mobiliser pour chaque jeune malien 1000 francs. Et à hauteur estimée, en résultat attendu à 100 millions de francs CFA. Donc au jour d'aujourd'hui, nous avons eu quand même une forte implication de la jeunesse par rapport à ce projet. La Jeune Chambre internationale Bamako Élite est la deuxième organisation reçue par le président de l'Assemblée nationale par intérim. Les responsables de la structure sont venus remettre le rapport de leur mission dite citoyenne effectuée à travers le pays. Une mission qui avait pour but de sensibiliser les populations sur les thèmes à savoir paix et réconciliation nationale, les élections de 2013 et la prévention contre le VIH-Sida. Pour avoir la paix et la réconciliation, il faudrait penser également à la justice. Mais pas seulement à la justice, parce que nous avons des cas où on a même été interpellé pour nous dire que la carte d'identité qui faisait 1500, dans certaines zones, ils sont obligés de débourser 10 000 francs à 15 000 francs. Lorsque ça s'accumule, ça peut créer des frustrations. Et ce sont ces frustrations-là qui jouent sur la stabilité d'un pays. Également par rapport aux élections, nous ne voulons pas avoir un président avec des taux à 15% de participation. La Jeune Chambre compte sur les parlementaires pour un large partage du rapport de la dite mission. Le président de la Maison de la Presse informe le public et les invités que les festivités entrant dans le cadre de la Journée internationale de la liberté de la presse, initialement prévue ce vendredi 3 mai à la Maison de la Presse, auront lieu au Centre international de conférence de Bamako, CICB, à partir de 9h. Le président de la Maison de la Presse sait pouvoir compter sur la compréhension de tous. Première session plénière de la Commission Dialogue et Réconciliation, au menu des débats, l'élaboration et l'adoption d'un règlement intérieur et d'une feuille de route. Aluseinou Touré nous fait le point. Cette première réunion plénière de la Commission Dialogue et Réconciliation au Grand Complet s'est penchée notamment sur les préalables au démarrage effectif des activités. La trentaine de commissaires, le président, les 2 vice-présidents et le personnel administratif ont évoqué la nécessité de disposer d'un règlement intérieur et d'un avant-projet de programme d'activité. Le règlement intérieur d'une commission indique comment la commission doit travailler, comment elle doit prendre ses décisions, comment elle doit s'organiser en son sein pour qu'effectivement la mission soit exécutée. Deuxièmement, nous avons aussi parlé d'un programme d'activité qu'il va falloir concevoir pour la commission pendant les 2 ans et de rendre compte de l'exécution au fur et à mesure, de façon trimestrielle, parce que vous n'ignorez pas que c'est à la fin des 2 ans qu'un rapport final doit être fait et remis au président de la République. Comme méthodologie de travail, la Commission consacrera une grande partie de son temps à l'écoute. Déjà, plusieurs personnes et ressources sont identifiées pour apporter leur expertise au travail de la Commission qui compte déjà élaborer un plan de communication. En attendant le déploiement sur le terrain, un atelier aidera à mieux fixer les objectifs. Nous sommes à la Commission Dialogue et Réconciliation. Restons-y. Une délégation de l'Union européenne, conduite par son chargé d'affaires, a été reçue en audience. Bertrand Sauret a fait part des possibilités d'accompagnement de l'Union européenne. Il le dit au micro de Agali Ag Adissa.
L'Union européenne attache une très grande importance au processus de dialogue et de réconciliation et par conséquent au travail de la commission qui vient d'être mise en place. Et nous venons en fait de proposer nos services, on peut dire les choses telles qu'elles sont, pour voir comment nous pouvons accompagner le travail de cette commission. Donc nous travaillons ensemble sur une prochaine rencontre, y compris avec d'autres partenaires qui sont susceptibles d'assister le travail de la commission sur la base évidemment des demandes et de l'organisation du travail qui sera décidée par les membres de la commission elle-même. Nous sommes en train de travailler sur un séminaire vendredi prochain, vendredi 10 mai, ici à Bamako, qui devrait réunir les membres de la commission et les partenaires et les acteurs qui sont censés être impliqués dans le soutien au travail de cette commission, de façon à définir comment travailler ensemble. Visite hier de 6 membres de la commission santé de l'Assemblée nationale à Kolokani. Les parlementaires étaient allés s'enquérir des actions de développement que mène l'ONG World Vision en matière de santé. Ces actions de World Vision s'inscrivent dans le cadre du projet Campagne Santé, les enfants d'abord. Nos envoyés spéciaux à Kolokani sont Sidi Modibo Dambélé et Tchemoro Kounate. Les parlementaires de la commission santé de l'Assemblée nationale à Kolokani pour constater de visu les efforts déployés par l'ONG World Vision en matière de santé dans les 2 cercles. Outre la distribution des moustiquaires imprégnés, l'ONG accompagne les autorités sanitaires dans la prise en charge des maladies diarrhéiques, du paludisme et des cas de malnutrition. Des maladies dont la majeure partie des victimes sont les femmes à l'âge de procréation et les enfants de moins de 5 ans. Autre accompagnement non les moindres, la réalisation de forages et la sensibilisation de la population sur les bonnes pratiques d'hygiène. Une politique impliquant les populations locales à travers une stratégie dénommée ATPC, assainissement total piloté par les communautés. World Vision nous aide surtout à renforcer les capacités du personnel. L'important volet également communautaire. Également à ce niveau, le renforcement des capacités et des relais en ce qui concerne les pratiques familiales essentielles. Au cours de la mission, les parlementaires ont visité de passage quelques infrastructures scolaires réalisées par l'ONG. J'avais entendu World Vision les réalisations, mais c'est la première fois que je vois concrètement ce qu'ils font pour la population. C'est vraiment merveilleux. C'est dans le cadre de l'accompagnement que nous sommes là, voir ce qu'ils peuvent faire. Et nous, de notre côté, nous allons voir ce qu'on peut faire pour les aider. L'occasion était également bonne pour les autorités sanitaires d'exprimer leurs préoccupations qui ont pour nous la vétusté de certains centres de santé, de moyens de déplacement, des relais communautaires pour améliorer ce qu'ils appellent la stratégie avancée d'intervention. Le programme multisectoriel qui est ici à Kolokani continuera sa collaboration avec la communauté en fonction de ce qu'ils ont planifié ensemble. Parce que chaque année, World Vision s'assoit avec les communautés, avec les différents secteurs techniques pour planifier les activités à mener. Ces actions de l'ONG World Vision se situent dans la mise en œuvre d'un projet qui a pour nom Campagne Santé, les enfants d'abord. Le projet est financé à hauteur de plus de 150 millions de francs CFA sur une période de 3 ans. Nous sommes jeudi, jour de mariage au Mali, donc de grande ambiance dans les mairies, maisons et rues. Les forces de sécurité décidées à faire respecter les exigences et principes de l'état d'urgence sont descendues dans les rues pour arrêter les récalcitrants. L'action dénommée Opération contre les cortèges de mariage a saisi 40 motos et 20 véhicules. Mais je vous rassure, pas de mariés arrêtés. Mohamed Diarra nous en parle. Pour non-respect des exigences de l'état d'urgence, les forces de sécurité décident d'agir. C'est pour mettre fin au cortège de mariage. Ainsi, la direction générale de la police vient de lancer une opération allant dans ce sens dans le district de Bamako. Ce sont 200 éléments qui ont été mobilisés pour la cause. Puisque les campagnes de sensibilisation ont montré leurs limites, il fallait faire recours à la force. Compte tenu de l'état d'urgence, nous sommes dit maintenant qu'il faut accepter de prendre le taureau par les cornes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a eu déjà une première opération le dimanche passé. Cette fois, aujourd'hui, il y a eu une seconde opération. La moisson aura été bonne, près d'une quarantaine de motos et 20 véhicules saisis. Les occupants sont débarqués et les engins conduits à la fourrière. Les usagers de la route apprécient l'opération. Même en temps normal, c'est pas bon, à plus fort en temps de crise. Mais je crois qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation face à ces problèmes-là. Non, vraiment, c'est pas bon, quoi. Nous sommes tous des Maliens. Nous devrions tous sentir que vraiment le pays est en danger, quoi. Vraiment, moi-même, je vois sinon, le président même a dit, notre président nous a signalé, il dit que nous sommes tous des citoyens maliens. Non, c'est pas du tout bien. Surtout, actuellement, là, c'est pas du tout bien.
Les cortèges de mariage sont aussi source de nombreux accidents de la circulation. Chaque jeudi et chaque dimanche, au niveau des carrefours centraux, nous enregistrons à peu près une vingtaine de cas d'accidents. Et tout cela, c'est dû au cortège de mariage. Cette opération aura parallèlement permis de mettre la main sur des véhicules sans plaque et non immatriculés. La preuve, c'est que nous avons enlevé cette plaque-là d'un véhicule Mercedes. Et certainement que vous l'avez constaté au niveau des mairies, il y a des gens en uniforme qui se sont habillés en civil et qui tentent d'haranguer la foule. Bon, je crois que je pense que nous devons conjuguer le même verbe. On va garder les véhicules à notre niveau et 48 heures après, ce serait assorti d'amende. En tout cas, cette journée de mariage restera longtemps gravée dans la mémoire des mariés dont certains n'ont eu d'autre solution que d'emprunter des taxis. La police compte poursuivre l'opération même après l'état d'urgence. En tout cas, les plus avertis pourront éviter le piège. C'est clair. Direction Dakar, où l'ancien Premier ministre guinéen Kabine Komara a été officiellement installé lundi dernier au poste de haut-commissaire de l'EMVS. La cérémonie était placée sous la présidence du ministre malien de l'énergie et de l'eau Makan Tunkara, président du conseil des ministres de l'EMVS. Le point avec Suleiman Kantara Sissoko. L'EMVS, une référence dans la gestion d'un bassin transfrontalier, est ce géant porteur d'espoir qui a changé de commandement avec l'entrée en fonction du nouveau haut-commissaire, l'ancien Premier ministre guinéen et de son équipe. Après la cérémonie solennelle de signature des documents de passation de services, les participants se sont retrouvés à l'esplanade du siège de l'EMVS à Dakar avec l'ensemble du personnel et de nombreux invités. Le ministre sénégalais de l'hydraulique et de l'environnement, Omar Gueye, a salué le passage de Mohamed Salem Ould Merzouk à la tête de l'EMVS avec un bilan appréciable. Des projets innovants en matière d'agriculture, de pêche, de santé, mais aussi d'environnement. Les représentants des cadres du personnel du Haut-Commissariat ont salué avec émotion leur ancien patron, tout en réaffirmant servir avec loyauté son successeur. M. Merzouk, dans son discours bilan, a insisté sur la nécessité de préserver cet outil d'intégration pour échapper au rouleau compresseur de la mondialisation. Le nouveau Haut-Commissaire Kabine Komara, dans son intervention, a sollicité l'appui constant des chefs d'État, des partenaires techniques et financiers et de ses collaborateurs pour mener à bien sa mission. Kabine Komara est installé officiellement dans ses fonctions en même temps que son adjoint, Marimacha Diarra, ancien ministre malien, et le nouveau secrétaire général, le Mauritanien Madine Madjam. Et toutes nos excuses pour la qualité des images de ce reportage. Au Tchad, pas d'agitation. Les rues sont calmes après la tentative de coup d'État déjouée par les autorités. Les forces tchadiennes s'y attendaient, d'autant plus que la rébellion avait averti qu'elle reprendrait les hostilités en raison de l'engagement du Tchad au Mali. C'est le calme à N'Djamena. Dans les rues, pas d'agitation, pas de chars ni force de l'ordre. Rien qui peut laisser penser qu'un coup d'État vient d'être déjoué dans la capitale tchadienne. Cette tentative de coup d'État, le gouvernement s'y attendait. Les forces de sécurité étaient sur le qui-vive, d'autant que la rébellion UFR avait averti en mars qu'elle reprendrait les hostilités en raison de l'engagement du Tchad au Mali. Elle surveille aussi les mercenaires libyens. À N'Djamena, plusieurs personnes, militaires et civiles, ont été arrêtées. Parmi elles, Saleh Maki, un député d'opposition. Idriss Déby n'en est pas à son premier coup d'État. Lui-même a pris le pouvoir par un coup de force en 90. Et en 2008 et 2009, le président tchadien a dû faire face à de nombreuses rébellions. La France a aussitôt appelé le gouvernement de N'Djamena à poursuivre le dialogue avec l'opposition. Contrairement au Tchad, climat tendu, rues bondées, ils étaient nombreux ce jeudi. Les Guinéens ont manifesté aux côtés de l'opposition. Ils dénoncent les conditions de vote aux prochaines élections législatives fixées unilatéralement par le président Condé au 30 juin. C'est dans un climat tendu que l'opposition guinéenne est descendue à nouveau dans la rue ce jeudi. Derrière ses leaders, elle dénonce les conditions de vote aux prochaines élections législatives fixées unilatéralement par le président au 30 juin prochain. Il n'y a pas de dialogue dans ce pays. Les interpellations que nous faisons par les médias à l'endroit des autorités ne sont pas entendues. Nous n'avons pas d'autre choix que de recourir à ces manifestations monstres pour que l'État comprenne, pour que le gouvernement comprenne
vous avez cette marée yémen qui est en train de se constituer. Nous ne pouvons que nous réjouir de voir que notre mot d'ordre a été bien entendu par la population de Conakry. Dès le début de la manifestation, des échauffourées ont lieu entre manifestants et forces de l'ordre. Ces 2 dernières semaines, les manifestations de l'opposition ont fait 1 mort et une trentaine de blessés, certains par balle. Cette fois, la tension est montée d'un cran avant même le début du défilé sur la question du parcours du cortège. Nous demandons aux organisateurs de prendre toutes les dispositions pour que la loi, notre constitution, la loi qui est là, que soit respectée. L'itinéraire qu'on va donner, c'est compte tenu la sécurité du citoyen, c'est extrêmement important. En début de semaine, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est déclaré inquiet de l'instabilité en Guinée. Il appelle le pouvoir et l'opposition au calme. Ici au Mali, continuons avec cette nouvelle qui va réjouir certainement les vendeurs de produits de première nécessité dans les régions touchées par la crise. 1000 d'entre eux vont bénéficier d'un financement d'environ 400 millions de francs CFA auprès des banques. La révélation a été faite par le ministre du Commerce et de l'Industrie. Abdelkarim Konaté a présidé cet après-midi la première session du comité de pilotage du projet d'appui aux commerçants détaillants. Reportage Bourama Traoré. Première session du comité de pilotage du projet d'appui aux commerçants détaillants, 2 documents sur la table de discussion. Il s'agit du plan de travail et du budget 2013 du projet. Le projet, qui est à sa 3e phase, vise à appuyer la formation et le financement des commerçants détaillants. Une 3e phase qui intervient dans un contexte de crise, laquelle a eu des répercussions sérieuses sur l'économie nationale. Des milliers de commerçants détaillants des régions de Mopti, de Tombouctou, de Gao et de Kidal ont été vandalisés et pillés. Certaines installations collectives de ces régions ont été détruites. À ce lourd sinistre s'est venu ajouter récemment l'incendie qui a ravagé le marché central de Caille, où des centaines de commerçants détaillants ont été complètement anéantis. Ainsi, ce sont des milliers de commerçants détaillants des régions de Caille, Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal qui vivent actuellement dans une détresse totale. Une situation difficile à laquelle le gouvernement du Mali ne pouvait rester insensible. Ainsi, dans la mise en œuvre de la 3e phase du projet, une opération spéciale d'appui aux commerçants détaillants victimes de la crise sera lancée. Cette opération vise à exprimer à nos compatriotes un élan de solidarité du gouvernement. Cette opération qui cadre avec les objectifs visés par la feuille de route de la transition, notamment en ce qui concerne la relance de l'activité économique dans les régions touchées par la crise, concernera plus de 1000 vendeurs et vendeuses de produits de première nécessité. Ceux-ci bénéficieront d'un financement d'environ 400 millions de francs CFA auprès des banques, notamment la Banque malienne de solidarité BMS SA et la Banque de développement du Mali BDM SA. À cet effet, j'invite les présidents des centres de gestion agréés à une sélection rigoureuse des commerçants devant bénéficier des 10 prêts afin de garantir le succès escompté. La 3e phase du projet d'appui aux commerçants détaillants couvre la période 2013-2015. Le coût est évalué à plus de 4 milliards de francs CFA. Le fonds servira notamment à l'encadrement et à la formalisation des activités de 25 000 commerçants détaillants sur l'ensemble du territoire national. Le ministère de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant accompagne les femmes victimes de fistules. Madame le ministre vient de procéder au lancement des activités génératrices de revenus pour la réinsertion socio-économique des fistuleuses. Moussokoura Konaté, compte rendu. La réinsertion socio-économique des femmes victimes de fistules constitue la 2e étape de la campagne de prise en charge des fistuleuses. La première étant la prise en charge médicale. Cette campagne a été organisée par le ministère de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant en partenariat avec le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre, l'Organisation ouest-africaine pour la santé et le ministère de la Santé. L'objectif principal est d'améliorer la santé des filles et des femmes souffrant de fistules obstétricales en vue de leur permettre de vivre une vie productive et utile et de contribuer au développement de la région de la CEDEAO. Pour cette 2e phase, une vingtaine de femmes venues de tous les horizons du Mali seront initiées à la fabrication du savon comme activité génératrice de revenus. Chacune d'elles a aussi reçu une enveloppe des mains du ministre pour la réinsertion socio-économique une fois de retour au bercail. Mes sœurs qui sont porteuses de fistules aujourd'hui ont besoin plus que jamais de notre solidarité.
notre assistance et notre attention particulière pour soulager leurs souffrances physiques, psychologiques, morales et sociales qu'elles endurent depuis des années. Auparavant, le ministre a rendu visite aux fistuleuses du centre hospitalier universitaire Gabriel Toury. Ici, le ministre a félicité le directeur général ainsi que le personnel des services de l'urologie et de la gynécologie pour leur implication dans la réussite de cette campagne. Le centre hospitalier universitaire CHU du Point G a tenu ce matin la deuxième session extraordinaire de son conseil d'administration. L'ordre du jour portait sur le projet d'établissement 2013-2017, un projet qui ambitionne l'amélioration des prestations de services pour un coût d'environ 33 milliards de francs CFA. Mahamadou Doumbia. Cette deuxième session extraordinaire du conseil d'administration du centre hospitalier universitaire du Point G avait pour ordre du jour essentiel le projet d'établissement 2013-2017. Ce projet d'établissement définit les objectifs du CHU du Point G dans le domaine médical, les soins infirmiers et obstétricaux, de l'accueil des malades, de l'hygiène et de la sécurité, de la formation et de la recherche. L'État actuellement dépense plus de 900 millions par an pour les évacuations sanitaires. Et pourquoi on évacue? Soit parce que le matériel n'est pas là, ou alors la compétence n'est pas là. Alors, pour pallier cet excès d'évacuation, nous serons obligés de mettre l'accent sur l'équipement moderne, sur la formation du personnel pour avoir les différentes spécialisations. D'un coût de 33 milliards de francs CFA, ce projet d'établissement 2013-2017 prendra en compte tout ce qui peut améliorer les prestations de services. Il y avait 27 objectifs qu'on devait atteindre dans l'ancien projet. Sur les 27 objectifs, 11 ont pu être réalisés, ce qui fait un taux de 41%. Le colonel-major Charles Faux est actuellement nommé directeur général du service de santé des armées. Je souhaite que celui qui vienne à ma place fasse mieux que moi. Chacun, en amenant sa petite pierre, on pourra construire quelque chose de potable dans l'avenir. Au cours de cette séance, une minute de silence a été observée en la mémoire du docteur Sissoko, précédemment psychiatre, au Point G. Il existe désormais un club des amis de François Hollande à Kati. Créé par des franco-maliens, le nouveau club a été lancé à la mairie de Kati. C'était en présence du maire de la localité et de nombreux invités. La cérémonie de lancement a été couronnée par la remise symbolique de l'eau à usage d'habitation aux veuves et orphelins de guerre. Le club des amis de François Hollande, le président français. Sport, championnat national, Ligue 1, 22e journée. Les rencontres ASCO ASB et Atar Club de Kidal USFAS se sont soldées par le même résultat, 1-1. Les rencontres ont eu lieu au stade du 26 mars. Le résumé, c'est avec Diara Kounati. La bataille reste ouverte entre les mal classés de la Ligue 1. En première heure, l'ASB, 15e, 17 points, devait se battre contre l'ASCO 12e 21 points pour espérer sortir de la zone de relégation. Les jaunes de l'ASB ne sont pas au mieux de leur forme. Une nouvelle équation sans solution. Dans ces matchs, tout s'est joué en seconde période. L'ouverture du score intervient à la 50e minute. Sur un centre de Souleymane Sissoko, Siriki Kourouma, d'un joli coup de tête, loge la balle au fond des filets. L'ASB, se sentant en danger, bouscule son adversaire. À la 60e minute, suite à cette mauvaise appréciation du portier de l'ASCO, Mamadou Diallo est là pour établir la parité. 1-1. Ce score nul ne change pas grand-chose au bas du tableau. Quant à la seconde rencontre Atar Club de Kidal, USFAS, le défi était encore énorme. Les Kidalois, vainqueurs à l'aller 2-1, n'avaient d'autre souci que de confirmer leur supériorité lors de cette manche retour. Les militaires réaffirment que la victoire est au bout de l'effort. Très volontaire, le défenseur central des militaires Boubacar Dambélé donne l'avantage à son équipe en position d'avant-centre. 1-0 score à la mi-temps. À la reprise, l'USFAS tombe dans la facilité. Les USFASiens se font surprendre sur penalty. Souleymane Fane marque un but partout. Les Kidalois ont 8 journées devant eux pour essayer de se maintenir en Ligue 1. L'USFAS peine à se retrouver en Ligue 1. Elle passe une nouvelle fois à côté de la sortie de la zone de relégation.
À suivre après cette édition, l'interview de la semaine avec Yaya Konaté. Yaya Konaté qui reçoit ce soir Ousmane Issoufi Maïga, président d'honneur du collectif des ressortissants du Nord, Coren. Le Coren qui vient de boucler des assises sur la question de la crise qui secoue le pays. Au menu de cet entretien, donc, des questions liées au développement des régions du nord du Mali, au dialogue et puis aux réconciliations. L'interview de la semaine à suivre après cette édition. Demain, pour les éditions du soir, et retrouver Aïssata Ibrahim Maïga. Je vous souhaite une excellente suite de programmes à notre compagnie. N'hésitez pas à visiter notre site web www.ortm.ml. Je vous dis bonsoir et à très bientôt sur les antennes de votre télévision nationale. Merci.